Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec qui il a examiné les développements du cessez-le-feu à Gaza. La conversation a abordé les récentes évolutions relatives à l'accord de cessation de la guerre dans la bande de Gaza. Selon le porte-parole de la présidence de la République, l'ambassadeur Mohamed Al-Shenawi, le président El-Sisi a passé en revue le contenu de l'accord parvenu grâce à la médiation de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis. Dans ce contexte, El-Sisi a souligné la nécessité de se mettre d'accord sur les différentes étapes de cet accord, ainsi que de le mettre en œuvre dans sa totalité. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, a eu un entretien téléphonique avec son homologue américain, Marco Rubio, pour discuter de la situation régionale, des avancées sur la question palestinienne et des efforts visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Les deux ministres ont évoqué les préparatifs du sommet de Sharm el-Sheikh, co-présidé par les présidents El-Sisi et Trump, ainsi que la participation internationale et la mise en œuvre de la première phase de l'accord de paix. Marco Rubio a salué le rôle historique et déterminant de l'Égypte et du président El-Sisi dans la conclusion de l'accord. Dr Abdelati a de son côté souligné l'importance d'appliquer l'accord sur le terrain, estimant qu'il porte un message d'espoir pour les peuples de la région, notamment pour le peuple palestinien. Le président américain Donald Trump s'est dit confiant que le cessez-le-feu entré en vigueur hier dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas tiendra. C'est ce qu'a affirmé le président américain des journalistes dans le bureau ovale, réaffirmant son intention de se rendre ce week-end en Israël où il doit s'adresser à la Knesset et en Égypte. Trump a déclaré qu'il rencontrerait nombreux dirigeants en Égypte lundi pour discuter de l'avenir de la bande de Gaza, dévastée par 2 années de guerre, ajoutant que la réunion se tiendrait probablement au Caire. Le président américain s'adresserait également au Parlement israélien lors de sa visite dans le pays plus tôt dans la journée. Il s'est encore dit confiant que le cessez-le-feu à Gaza conduirait à une paix plus large au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit apporter son plein appui au plan pour Gaza. C'est ce qu'ont déclaré vendredi Berlin, Londres et Paris dans un communiqué commun. Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza, précipitant des dizaines de milliers de déplacés sur le chemin du retour à travers le territoire palestinien dévasté par 2 ans de guerre. Après l'annonce du cessez-le-feu, approximativement 200 000 déplacés ont pris la route vers le nord de la bande de Gaza, alors que d'autres sont retournés dans les ruines de leur maison à Khan Younes, dans le sud. L'armée américaine a confirmé que les forces israéliennes avaient achevé leur retrait sur la ligne jaune prévue par le plan Trump et la période de 72 heures pour la libération des otages a commencé selon l'émissaire américain Steve Witkoff. D'autre part, le Hamas et plusieurs factions palestiniennes ont annoncé qu'ils travaillaient en coopération avec les efforts d'Égyptiens à la tenue d'une réunion nationale urgente visant à unifier la position israélienne après le cessez-le-feu. Dans un communiqué, Hamas et les factions palestiniennes ont exprimé leur refus catégorique de toute tutelle étrangère sur la bande de Gaza, soulignant que la gestion du territoire est une affaire palestinienne purement interne, à déterminer conjointement par les composantes nationales du peuple palestinien. Hamas a également accueilli favorablement la participation arabe et internationale aux efforts de reconstruction et de développement dans le respect de la dignité et des droits du peuple palestinien. Les factions palestiniennes ont par ailleurs remercié les médiateurs, notamment d'Égypte, le Qatar et de la Turquie, et ont appelé les États-Unis et les médiateurs à poursuivre la pression afin de garantir le respect par Israël de tous les termes de l'accord sur Gaza.
Le président libanais, Joseph Aoun, a dénoncé samedi des frappes nocturnes contre les installations civiles dans le sud du pays, ayant fait, selon le ministère de la Santé, un mort et 7 blessés. Une fois de plus, le sud du Liban est la cible d'une agression israélienne odieuse contre des installations civiles sans justification ni prétexte. Mais la gravité de cette dernière agression préside dans le fait qu'elle survient après l'accord de cessez-le-feu à Gaza, a-t-il affirmé. L'armée israélienne a confirmé des attaques affirmant avoir frappé et démantelé des infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban. La présence de ces engins et les activités du Hezbollah dans cette zone constituent une violation des accords conclus entre Israël et le Liban, a-t-elle ajouté. Les commissions électorales poursuivaient leurs travaux dans tout le pays pour recevoir les demandes de candidature aux élections législatives jusqu'au 15 octobre courant. La Commission nationale des élections a annoncé que les comités chargés de recevoir les candidatures aux élections de la Chambre des députés ont reçu au 3e jour de leur travail 105 candidatures, toutes au système uninominal. Ainsi, le nombre total de candidats ayant présenté leur dossier durant les 3 premiers jours s'élève à 1838, sans aucune candidature n'ait encore été déposée au système de liste électorale. Par ailleurs, le ministère de la Santé a indiqué avoir effectué les examens médicaux de 3521 candidats aux élections législatives entre le 4 et le 9 octobre dans tous les gouvernorats. Passons en France, où le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a à peine reconduit par le président Emmanuel Macron hier soir, est déjà sous la menace d'une censure des députés de gauche et d'extrême droite qui réclament des concessions politiques ou refusent catégoriquement de le soutenir. Un compte rendu. La France est confrontée aux répliques sans fin du séisme de la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024 par Emmanuel Macron, qui a abouti à une chambre sans majorité, divisée en 3 blocs, gauche, centre-droit, extrême droite, et à une succession de 4 premiers ministres en 1 an et demi. Nommé 4 semaines plus tôt, Sébastien Lecornu avait démissionné lundi matin à la surprise générale, seulement 14 heures après l'annonce de sa première équipe, dont la composition a fait exploser le socle commun entre le camp présidentiel et les Républicains. Sa reconduction, évoquée avec insistance ces derniers jours, a été confirmée vendredi soir. Compagnon de route du chef de l'État depuis 2017, Lecornu, qui se définit lui-même comme un moine soldat, a accepté sa reconduction par devoir. Il aura carte blanche pour mener les négociations avec les partis politiques et essayer de bâtir un gouvernement à même d'enfin doter le pays d'un budget pour 2026, dit-on dans l'entourage du président Macron. Le temps presse pour pouvoir laisser au Parlement les 70 jours requis par la Constitution pour l'examiner avant le 31 décembre. Mais le secrétaire général du Parti socialiste a affirmé que sa formation censurerait le Premier ministre sans plusieurs concessions de sa part, notamment la suspension immédiate et complète de la réforme des retraites, réforme emblématique du 2e quinquennat d'Emmanuel Macron, adoptée au forceps en 2023. Les votes de ces députés seront décisifs en cas de dépôt d'une motion de censure du gouvernement, car la France insoumise et le Rassemblement national ont déjà promis de la soutenir. Emmanuel Macron prend donc le risque d'une nouvelle dissolution, alors que la gauche et la droite réclament un Premier ministre qui ne soit pas macroniste. Son choix de reconduire Sébastien Lecornu est critiqué jusque dans son camp, même s'il pourra bénéficier du soutien des Républicains au Parlement. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre attention et suivi.